Amy ASMR Books. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle pause littéraire. Ce soir, je vous propose de découvrir deux ouvrages sur le thème de la guerre de Troie. La guerre de Troie est un conflit légendaire de la mythologie grecque et je vous propose ce soir de découvrir deux ouvrages de l'autrice Pat Barker qui sont Le silence des vaincus et la suite Les exilés de Troie. Ce sont des ouvrages qui présentent une réécriture de la guerre de Troie du point de vue des femmes. Je vais vous lire le 4e de couverture du tome 1, Le silence des vaincus. Elle était reine, Briséis de Lyrnessos, vénérée et respectée. Mais, hors des murs du palais, la guerre de Troie fait rage et bientôt la cité de Lyrnessos tombe sous les assauts grecs. En quelques heures, Briséis voit son mari et ses frères massacrés. De reine, elle devient esclave. Un trophée parmi d'autres pour l'homme qui l'a conquise, le divin Achille, dont les générations futures chanteront les exploits. Captive du camp grec, Briséis doit choisir, se laisser mourir ou survivre. Survivre comme un défi à la barbarie des dieux et des hommes. Survivre pour raconter enfin son histoire, l'histoire de la femme par laquelle la guerre de Troie a basculé. Avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes laissées muettes par l'histoire qui s'élèvent. Esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d'armes des guerriers. Avec une précision historique remarquable et un style dans la plus pure tradition homérique, Pat Barker fait naître sous nos yeux une Iliade féminine magistrale. Donc c'est un livre qui est notamment paru aux éditions Charleston. Je l'ai moi-même dans cette édition. Je vous propose de vous lire un extrait afin de vous donner, pourquoi pas, envie de découvrir la suite. Le grand Achille, le brillant Achille, le bouillant Achille, le divin Achille, comme les épithètes s'accumulent, nous ne l'appelions jamais par aucun de ses noms. Nous l'appelions le boucher. Achille au pied léger, voilà qui est plus intéressant. Plus que par son éclat ou sa grandeur, il se définissait par sa rapidité. On raconte qu'il avait un jour pourchassé le dieu Apollon à travers les plaines de Troie. Finalement acculé, Apollon aurait dit « Tu ne peux pas me tuer, je suis immortel ». À quoi Achille aurait répliqué « En effet, mais nous savons tous les deux que si tu n'étais pas immortel, tu serais mort. » Avec lui, personne n'avait jamais le dernier mot, même les dieux. Je l'ai entendu avant de le voir, son cri de guerre résonnait autour des murs de Lyrnessos. Nous autres femmes, et les enfants aussi bien sûr, avions reçu l'ordre d'aller à la citadelle, munis de vêtements de rechange et d'autant de nourriture et de boissons que nous pourrions en emporter. Comme toutes les épouses respectables, je quittais rarement ma maison, même si en l'occurrence il s'agissait d'un palais. Et en marchant dans la rue en plein jour, j'avais l'impression que c'était un jour de fête, presque. Sous nos rires, nos plaisanteries et nos cris de joie, je pense que
tout cas pas à moi, et je ne pense pas que mes compagnes en aient eu davantage conscience. Comment pourraient jamais s'écrouler ces hautes murailles qui nous protégeaient depuis toujours? Dans les étroites rues de la ville, de petits groupes de femmes portant des bébés ou tenant des enfants par la main convergeaient vers la place principale. Un soleil ardent, un vent mordant et l'ombre noire de la citadelle s'avançant pour nous accueillir. Un instant aveuglé, j'ai trébuché, passant de la lumière vive aux ténèbres. Les femmes du peuple et les esclaves étaient parquées au sous-sol, tandis que les membres des familles royales et aristocratiques occupaient l'étage supérieur. Il nous a fallu monter l'escalier tortueux, à peine capable de poser le pied sur les marches étroites, tourner, tourner et tourner encore jusqu'au moment où nous sommes arrivés soudain dans une grande salle nue. Des flèches de lumière provenant des meurtrières s'étalaient sur le sol à intervalles réguliers, laissant dans l'ombre les angles de la pièce. Lentement, nous avons regardé autour de nous pour choisir un endroit où nous asseoir et où étaler nos affaires pour créer un semblant de chez soi. Au début, la salle était fraîche, mais à mesure que le soleil s'est élevé dans le ciel, il s'est mis à faire chaud et étouffant. On manquait d'air. En quelques heures, l'odeur des corps qui transpirent, du lait, des déjections d'enfants et du sang menstruel est devenue presque insupportable. Les bébés et les nourrissons s'agitaient à cause de la chaleur. Les mères déposaient leurs tout-petits sur des draps et les éventaient, tandis que les frères et sœurs plus âgés couraient en tous sens, surexcités, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Quelques garçons de 10 ou 11 ans, trop jeunes pour se battre, occupaient le haut de l'escalier et faisaient mine de repousser l'envahisseur. Les femmes se dévisageaient entre elles, la bouche sèche, sans parler beaucoup, tandis qu'à l'extérieur les cris se faisaient plus sonores et que l'on commençait à marteler violemment les portes. À plusieurs reprises, le cri de guerre a retenti, aussi inhumain que le hurlement d'un loup. Pour une fois, celle qui avait un fils enviait celle qui avait une fille, parce que les filles seraient laissées en vie. Les garçons, quand ils étaient presque en âge de combattre, seraient naturellement égorgés. Même les femmes enceintes étaient parfois tuées d'un coup de lance dans le ventre au cas où l'enfant à naître serait de sexe masculin. J'ai vu Ismène, qui portait depuis 4 mois un enfant de mon mari, s'aplatir le ventre avec les mains, comme pour se persuader que sa grossesse ne se voyait pas. Ces derniers jours, je l'avais souvent vu fixer les yeux sur moi. Ismène, qui évitait jadis si soigneusement de croiser mon regard, et son expression disait plus clairement que par des mots « C'est ton tour maintenant, voyons si ça te plaira ». Ses yeux durs, qui ne sciaient jamais, me faisaient mal. Je venais d'une famille où les esclaves étaient traités avec bonté, et comme mon père m'avait donné en mariage au roi Minas, j'avais conservé cet usage dans mon foyer. Je m'étais montrée bonne avec Ismène, ou du moins je le croyais. Peut-être aucune bonté n'est-elle possible entre le maître et l'esclave, mais seulement divers degrés de brutalité. J'ai regardé Ismène à l'autre bout de la salle et j'ai pensé « Oui, tu as raison, c'est mon tour maintenant. » Personne ne parlait de défaite, mais nous nous y attendions toutes. Toutes, sauf une vieille femme, la grande tante de mon époux, qui soutenait que ce repli vers les portes n'était qu'une ruse tactique. Inès les menait par le bout du nez, disait-elle. Il les conduisait les yeux fermés dans un piège. Nous allions gagner, rejeter à la mer ces Grecs maraudeurs, et je pense que quelques-unes des plus jeunes femmes le croyaient, peut-être. Mais alors que le cri de guerre éclata à nouveau, puis encore, plus près chaque fois, nous savions qu'il l'avait émis, même si personne ne prononçait son nom. L'air était lourd du pressentiment de ce que nous allions
Ritza s'est penchée vers moi. Eh bien, au moins nous ne sommes pas vierges. Elle a dit cela en souriant, d'une bouche rendue édentée par de longues années d'allaitement, sans qu'il lui reste un seul enfant en vie. J'ai hoché la tête et me suis forcée à sourire, mais sans un mot. Je m'inquiétais pour ma belle-mère qui avait décidé de rester au palais au lieu d'être portée en litière jusqu'à la citadelle. J'étais inquiète et exaspérée par ma propre inquiétude, car si ma situation avait été la sienne, elle ne se serait sans doute fait aucun souci pour moi. Depuis 1 an, elle souffrait d'une maladie qui lui enflait le corps et dépouillait ses os de leur chair. J'ai finalement résolu d'aller la voir pour m'assurer qu'elle avait de quoi boire et manger. Ritza était prête à m'accompagner. Elle était déjà debout, mais je secouais la tête. J'en ai que pour 1 minute, ai-je protesté. À l'extérieur, j'ai inspiré profondément. Même à cet instant, alors que le monde était sur le point d'exploser et de s'écrouler autour de moi, j'ai éprouvé du soulagement à respirer un air pur. Poussiéreux et chaud, j'en ai eu le fond de la gorge brûlé, mais pur quand même, après l'atmosphère fétide du dernier étage de la citadelle. Le chemin le plus rapide jusqu'au palais passait par la place principale, et je voyais des flèches s'éparses dans la poussière. Et sous mes yeux, une autre encore s'éleva au-dessus des murs pour aller se planter dans un tas d'ordures. Non, mieux vaut ne pas prendre ce risque. J'ai descendu, en courant, une ruelle latérale, si étroite qu'il ne filtrait guère de lumière entre les maisons en surplomb. Une fois devant les murs du palais, je suis entrée par une porte sur le côté que les serviteurs avaient dû laisser ouverte dans leur fuite. Sur ma droite, des chevaux hennissaient dans les écuries. J'ai traversé la cour et je me suis glissée en hâte dans un couloir qui menait à la grande salle. Elle m'a paru étrange, cette immense et majestueuse salle qu'occupait au fond le trône de Minès. J'y avais pénétré pour la première fois le jour de mon mariage, amené en litière de la maison de mon père, à la nuit tombée, entouré d'hommes tenant des torches enflammées. Flanquée de sa mère, la reine Maïré, Minès m'attendait. Son père était mort l'année précédente, il n'avait pas de frère, et il était crucial pour lui d'obtenir un héritier. Il avait donc pris une épouse bien avant l'âge où les hommes sont censés se marier, même s'il l'avait sans aucun doute déjà honoré diverses femmes du palais, avec quelques garçons d'écurie en plus pour se distraire. Quelle déception j'ai dû être pour lui quand je suis enfin descendue de ma laitière et que j'ai laissé, tremblante, les servantes me retirer mon manteau et mes voiles. Une petite chose maigrelette, avec de grands yeux sous une masse de cheveux et quasiment dépourvue de rondeur. Pauvre Minès. Son idée de la beauté féminine était une créature si grasse que si vous lui mettiez une claque sur les fesses le matin, sa chair tremblotait encore quand vous rentriez dîner le soir. Il avait pourtant fait de son mieux chaque soir pendant des mois. Il s'était donné du mal entre mes cuisses si peu voluptueuses avec l'opiniâtreté d'un cheval qui tire un char. Mais quand il n'en était résulté aucune grossesse, il s'était vite lassé et était retourné à ses premières amours, une femme qui travaillait dans les cuisines et qui, avec ce subtil mélange de tendresse et d'agressivité qu'ont les esclaves, lui avait fait une place dans son lit alors qu'il n'avait que 12 ans. Dès ce premier jour, en voyant la reine Maïré, j'ai su que j'allais devoir me battre, et qu'il ne s'agirait pas d'une seule bataille, mais d'une longue guerre sans merci. À 18 ans, j'avais déjà derrière moi toute une série de campagnes sanglantes. Minès semblait entièrement ignorant de cette tension, mais mon expérience m'a appris que les hommes sont curieusement aveugles face à l'agressivité des femmes. Ils font la guerre en casque et en armure, ils portent le glaive et la lance, mais ils ne voient rien de nos combats, ou ils préfèrent
extrait du livre Le silence des vaincus de Pat Barker. Évidemment, je ne peux pas vous parler du second livre puisque c'est la suite. Je ne vous spoilerai pas, mais en tout cas, je peux vous dire que ces romans sont absolument captivants. Je suis moi-même pas particulièrement fascinée par le mythe de la guerre de Troie, mais je me suis laissée convaincre par une chronique littéraire qui m'a donné envie de découvrir ces livres, et j'avoue que je les ai littéralement dévorés. J'ai lu le premier tome qui fait, dans mon édition en tout cas, 348 pages, je l'ai lu en une journée, et le second qui en fait un tout petit peu plus, je l'ai lu en 2 jours, donc j'ai mis 3 jours pour lire ces 2 tomes. Donc si la guerre de Troie est un sujet qui vous intéresse de près ou de loin, je vous recommande plus que